Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Bénin, bonjour. C'est environ un mois après la médiation entamée par les deux anciens chefs d'État qu'une délégation de la junte au pouvoir à Niamey se rend à Cotonou pour échanger avec les autorités béninoises au sujet, vous le savez, de la crise qui oppose le Niger et le Bénin. Une délégation de haut niveau qui a séjourné en terre béninoise pendant 48 heures, ce qui n'était plus arrivé dans l'histoire des deux États depuis le putsch d'il y a un an. Alors, les questions que l'on se pose en ce moment, quelle lecture peut-on faire de ce déplacement de Cotonou? Cela augure-t-il de lendemain meilleur dans les relations entre les deux pays? Quelle peut être la suite à donner à cet engagement affiché des deux parties à trouver une solution aux différends qui opposent les deux pays? Pour passer en revue toutes ces préoccupations, nous avons invité pour vous ce dimanche un universitaire politique, professeur Nathanaël Kiti. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques et en droit public à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur, bonjour. Bonjour, cher ami, monsieur le journaliste Aounoum. Merci d'accepter notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zone Franche que je co-anime ce matin avec William Cliquant. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous, bonjour professeur Kiti. Bonjour. Et merci d'être dans nos murs des autorités nigériennes au Bénin à la veille du premier anniversaire de ce coup de force, source de nombreux problèmes entre ces deux voisins. L'image était quand même attendue. Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau pour échanger. Je salue les amis téléspectateurs qui nous suivent ce dimanche. Je pense que l'image était attendue à la suite du déplacement des deux anciens chefs d'État qui, à leur retour, avaient rendu compte au président Talon de leur mission au Niger. Et dans le compte rendu qui était fait, il était dit qu'une délégation du Niger allait se déplacer pour une séance de travail avec les autorités béninoises afin de trouver une porte de sortie à la crise. Et dans ce déplacement est venu confirmer ce qui avait été dit par les deux anciens chefs d'État qui étaient au Niger. Dans un cas de figure comme celui-là, un mois après l'annonce de cette descente d'une délégation nigérienne au Bénin, en cette matière, ce n'est pas étonnant, c'est vrai qu'ils sont venus, mais pourquoi tout ce temps d'attente après le 1er juillet? Je pense que il faut préparer le déplacement. C'est un déplacement qu'on prépare, les deux gouvernements préparent le déplacement après le compte rendu qui a été fait par les deux anciens chefs d'État, parce que ils n'étaient pas des émissaires du gouvernement béninois. C'était leur propre initiative d'offrir la médiation dans le cadre du règlement de ce conflit. Est-ce qu'on en a les preuves de façon informelle? Est-ce que le gouvernement béninois ne peut pas faire appel à ses ressources pour entamer une médiation? Ça n'est pas possible dans une situation comme celle qu'on vivait avant même le déplacement de la délégation nigérienne. Oui. Je pense que dans les relations internationales, il y a les modes de règlement des conflits. Et dans ces modes de règlement des conflits, il y a la médiation, il y a les bons offices. Maintenant, les deux gouvernements n'ont pas pris l'initiative de cette médiation-là. C'est quand même regrettable. Mais toutefois, on a vu au début de la crise qu'il y avait, je pense, les responsables de la société WAPCO. Je me rappelle bien. Justement. Voilà, qui avaient promis faire la médiation pour le règlement de la crise, mais il n'y a pas une suite connue. Et puis le chef de l'État du Bénin avait dépêché le ministre de l'Énergie pour remettre son message au président Tiani, qui ne l'a pas reçu. Donc il y a un blocage en ce qui concerne le dialogue entre les deux États. Et c'est dans ce cas-là que, ou bien dans cette situation-là, que les deux anciens chefs de l'État ont pris l'initiative d'intervenir. Vous savez aussi que dans les relations internationales, il y a les acteurs non étatiques. Et parmi les acteurs non étatiques,
il y a les personnalités. Les anciens chefs d'État sont des acteurs des relations internationales et ces acteurs sont utilisés pour les médiations. Ce n'est pas nouveau. Au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, on a recours aux anciens chefs d'État pour intervenir dans les crises. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Et lorsqu'ils l'ont fait, il faut que le gouvernement du Niger prépare le déplacement, il faut que le gouvernement du Bénin également prépare le déplacement et que les deux communiquent et conviennent de la date. Je pense que c'est ce qui a été fait. Vous avez semblé regretter le fait que l'initiative ne vienne pas des États dans un contexte où on était à couteau tiré à ce point. Est-ce que il y aurait une bonne suite à des initiatives des États? On a vu le Bénin appeler par plusieurs fois les autorités nigériennes au dialogue avec même des déclarations du chef de l'État, mais si tant est que cela pouvait prospérer sans des acteurs non étatiques ou informels, la diplomatie informelle n'était pas actée, est-ce qu'entre-temps, le niveau où la brouille était venue permettait de pouvoir discuter sur l'initiative d'un des protagonistes? Moi, je pense qu'il faut comprendre la position du Niger. Honnêtement, il faut comprendre la position du Niger. On peut se poser deux questions. Oui. Est-ce que la CEDEAO est une institution compétente pour prendre les sanctions qui ont été prises contre le Niger? Et la deuxième question, est-ce que les sanctions qui ont été prises sont proportionnelles à l'acte posé au Niger? À la première question, la réponse est oui. La CEDEAO est compétente pour prendre les sanctions. Parce que quand on lit le traité et puis les différents protocoles qui ont été adoptés, il est interdit la prise du pouvoir par les armes. Et en cas de prise de pouvoir par les armes, il y a des sanctions qui peuvent être prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce n'est pas une nouveauté, ça a été déjà fait par le passé. Maintenant, le problème qui se pose dans le cas du Niger, c'est la deuxième question, la proportionnalité. Et c'est à ce niveau que la CEDEAO a tort en ce qui concerne les différentes sanctions qui ont été prises. Rappelez-vous que il y a eu l'embargo contre l'Irak, le pétrole irakien. Et il y a l'ONU qui a développé un programme de pétrole contre nourriture. Mais l'évaluation qui avait été faite montrait que l'embargo n'a pas eu d'effet sur le gouvernement irakien. Donc les résultats recherchés n'avaient pas été atteints. Au contraire, ça a pénalisé les populations. Parce que l'Irak étant un pays producteur du pétrole, les revenus du pétrole devraient servir à financer l'agriculture. Et étant donné qu'il y a eu d'embargo sur le pétrole, cela va impacter les populations. Donc ce programme avait été développé. Donc dans les sanctions, il faut qu'il y ait un peu d'humanité. Et au-delà de l'humanité, il faut qu'il y ait de l'humanisme. Mais ce qui n'a pas été le cas au niveau de la CEDEAO, les sanctions étaient trop dures, trop radicales. La fermeture des frontières impacte moins les gouvernants que les populations à la base. Mais ça aussi, ce n'est pas nouveau, Nathaniel Kiti. Vous avez rappelé que la CEDEAO en a le droit et qu'elle a usé de ce droit plusieurs fois déjà par le passé. Ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes sanctions que la CEDEAO fait. Non. Moi, je pense qu'il faut tenir compte de la situation du Niger. Le Niger, c'est le Sahel de l'intérieur. Voilà, il y a beaucoup de produits qui rentrent sur le territoire nigérien à partir des États côtiers. Il faut en tenir compte. Je vous ai parlé du principe de proportionnalité. On pouvait prendre d'autres sanctions
à savoir le gel des avoirs en ce qui concerne les gouvernants, ceux qui ont pris le pouvoir par les armes, l'interdiction de voyage. On peut prendre d'autres sanctions. Pas aller jusqu'à la fermeture radicale. Mais dans un autre angle de lecture, on disait que le coup d'État au Niger était le coup d'État de trop et qu'il fallait trouver une solution. C'était pour ça que les chefs d'État s'étaient réunis à Abuja pour échanger dans le cadre des travaux de la CEDEAO. Il fallait rendre un peu le ton ferme. Et donc les sanctions qui ont été un peu corsées, c'était pour les ramener un peu sur leur position. Oui, moi je pense que c'est discutable, comme je viens de vous le dire. Quand vous prenez les modes d'accession au pouvoir, qu'on le veuille ou pas, hein, le coup d'État reste un mode d'accession au pouvoir. C'est vrai que ce n'est pas la voie conventionnelle, c'est une voie exceptionnelle d'accession au pouvoir. Mais le coup d'État reste une voie d'accession au pouvoir. Les États savent, pour qu'il n'y ait pas coup d'État, les États savent ce qu'il faut faire. Les gouvernants savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Et donc, il y a cette peur en Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup de régimes autoritaires qui existent actuellement. Il y a cette peur qui a mené les chefs d'État de la CEDEAO à prendre de pareilles décisions. C'est cela qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je parle de principe de proportionnalité. Rappelez-vous, quand le président Faure, en 2005, quand Eyadema était décédé, vous vous rappelez de ce qui s'était passé. C'est pas le dialogue qui s'était retiré et les élections avaient été faites. Et il a été élu. Moi, je pense que la CEDEAO pouvait privilégier la voie du dialogue et aller de manière graduelle, mais ce qui n'a pas été... Ce que vous oubliez peut-être, professeur Fiti, c'est qu'à l'époque, la CEDEAO revendiquait le retour au pouvoir de Mohamed Bazoum, qui jusqu'aujourd'hui, un an après, n'a pas démissionné. Peut-être tous ces facteurs à l'époque ont expliqué le durcissement de ton. Non. Il y a eu des exemples aussi. Rappelez-vous au Mali, avec Sanogo, qui avait pris le pouvoir. C'était un coup d'État. Par le dialogue, il s'est retiré et Dinkouda Traoré avait été investi, a conduit la transition. Moi, je pense que il faut aller au cas par cas, au niveau des États membres de la CEDEAO. Le cas du Niger étant un pays enclavé ne nécessitait pas une sanction aussi radicale. Il faut qu'il y ait de l'humanisme. Il faut appliquer les sanctions avec un peu de modulation pour pouvoir permettre aux populations de ne pas souffrir. Parce que dans la réalité, lorsque les sanctions sont prises, ceux qui souffrent beaucoup, ce sont les populations à la base, c'est moins les gouvernants qui ont les moyens de s'en sortir. Alors revenons un peu à la visite de cette délégation nigérienne. Nous avons le général de brigade Mohamed Tomba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire et sa suite. Lorsque vous voyez un peu, disons, la composition, la constitution de cette équipe-là, est-ce que ça montre réellement que du côté du Niger, on est décidé, qu'on est véritablement engagé à ramener la balle à terre? Je pense que la CEDEAO a déjà autorisé la réouverture des frontières. Mais c'est le Niger qui refuse d'ouvrir sa frontière du côté du Bénin. Pourquoi? C'est à cause du tropisme du Bénin dans le cadre de la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement pour pouvoir ramener le président Bazoum au pouvoir.
Et lorsque le Bénin décide de jouer ce rôle, est-ce que le Bénin l'a décidé? C'est une décision de la CEDEAO, non? Non, vu que le Bénin était dans une position stratégique, le Nigeria est aussi dans une position stratégique vis-à-vis du Niger. C'est un pays frontalier aussi. Mais pourquoi le Nigeria n'avait pas été utilisé? C'est le Bénin qui a été utilisé. Et donc, dans ces conditions, on peut comprendre que le gouvernement, de fait, au Niger, soit méfiant vis-à-vis du Bénin. Et cette méfiance se justifie. Ça se justifie. Et lorsque vous regardez la composition de cette délégation, vous vous rendez compte que ce qui préoccupe, c'est la question sécuritaire. C'est la question sécuritaire, c'est la question des défenses qui... Le général de brigade Toumba est le numéro 2 du CNSP. Quelque part, c'est Patrice Talon qui est absent et qui a envoyé Abdoulaye Biotchani peut-être. Ce n'est pas pour parler forcément développement et coordination de l'action gouvernementale. C'est le représentant valable peut-être d'Abdourahmane Tiani. Oui, c'est le représentant d'Abdourahmane Tiani. Mais on comprend aujourd'hui que ce qui préoccupe beaucoup plus le Niger, c'est la question sécuritaire. Est-ce que, pendant qu'on y est, est-ce qu'un État peut avoir aussi peur? Il y a des dispositifs, non, pour contrer, pour sécuriser le territoire, pour s'assurer qu'au niveau des frontières, qu'il n'y ait pas des armes qui passent ou qu'il n'y ait pas des gens malveillants qui passent et tout. On parle d'un État, on ne parle pas de foyer, d'une famille quand même. On a les moyens de vérifier tout ça, non? Mais vous savez, dans l'histoire du monde, il y a eu des cas dans lesquels le couloir humanitaire a été utilisé pour faire entrer des armes dans des pays. Ça s'est passé. Et lorsque des choses comme ça se passent, il faut comprendre que le Niger soit méfiant pour ouvrir sa frontière avec le Bénin, dont on connaît le tropisme il y a quelques mois en ce qui concerne cette décision de la l'exemple que vous donnez, toutefois, le Bénin est un État souverain. Dans tout État, les militaires, ils ont le rôle de défendre l'intégrité du territoire national. Et dans ce processus, le Bénin est libre de signer des accords de défense avec tout autre État, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, la Belgique, ainsi de suite. Si les conditions pour le faire sont respectées et sont réunies. Et tout le monde sait aujourd'hui que au nord du Bénin, il y a des incursions terroristes et qu'il y a une mobilisation de notre pays pour lutter contre ces incursions terroristes. Et dans ce processus, c'est normal que le gouvernement décide de signer des accords avec ses partenaires pour lutter contre le terrorisme. Et vous savez, aujourd'hui, celui qui maîtrise l'espace a l'information, il a les renseignements. Et les Russes ont été les premiers à aller dans l'espace, vous savez ça bien. Et la Russie est devenue un partenaire de ces États de l'AES. Et donc, ils peuvent avoir des informations sur le Bénin. C'est possible. Ils peuvent avoir facilement des informations sur le Bénin. Votre collègue universitaire, Victor Torpanou, disait il y a très exactement une semaine sur ce même plateau que quand on a ces informations satellitaires, on les oppose à son voisin de griffe belligérant. Pourquoi ce n'est pas le cas? On est si méfiant, on met les renseignements, la gendarmerie, la police, tout cela avec le général Toumba pour venir discuter au Bénin. Même si ce n'est pas sur la place publique. Quand les anciens présidents sont allés au Niger, à leur retour, je pense qu'ils ont remis des documents au président Patrice Talon. Moi, je ne sais pas le contenu de ce document. Et le Niger doit avoir des raisons valables de soutenir ce qu'il soutient. Il revient au Bénin de démontrer le contraire. Alors que
En matière de sécurité et de défense, aucun État ne dit la vérité. Aucun. Ce que vous dites est grand. Aucun État. En matière de pure ou c'est en matière on doit sortir un peu sur le terrain du droit. Vous avez dit qu'il revenait au Bénin de démontrer de démonter les accusations, c'est ça? Oui, je vous ai dit que en droit, c'est celui qui accuse aujourd'hui, c'est ceux qui accusent qui doivent apporter la preuve. Oui, et je vous ai dit que lorsque les anciens présidents sont allés au Niger, ils sont revenus, ils sont allés rendre compte. Nous avions tous vu, ils sont allés rendre compte. Les documents, ça peut être peut-être les exigences du. Oui, c'est ça, je vous dis. Moi, je ne sais pas le contenu. Le contenu n'a pas été dévoilé, ce n'est pas porté à la connaissance du public. Moi, je ne sais pas le contenu. C'est secret. C'est entre le président Patrice Talon, les anciens présidents, et puis le gouvernement du Niger. Moi, je ne connais pas le contenu, mais je doute qu'ils fassent ce déplacement sans que le Niger ne soit pas en mesure de leur apporter des preuves. Et donc, il revient, si ces preuves-là sont apportées à la connaissance du Bénin, il revient au Bénin d'apporter la preuve contraire. Et je vous dis qu'en matière de sécurité et de défense, aucun État ne dit la vérité. Aucun. On vous parle souvent de secret de défense. Vous savez ça. Aucun État ne dit la vérité en matière de sécurité et de défense. Et d'ailleurs, moi, j'ai été surpris d'entendre certaines choses et de lire certaines choses. On va jusqu'à dire qu'on va ouvrir les casernes ou bien aux officiels du Niger qui vont Niger, un peu et se rassurer du fait que le Bénin n'abrite pas de base militaire. Ça ne se fait pas comme ça. Bon, est-ce que c'était pas une façon de dire que nous n'avons rien à cacher? Non, je pense que en matière d'inspection des armements militaires, il y a des institutions et des agences compétentes pour le faire. Le Niger n'est pas l'Agence internationale de l'énergie atomique pour venir inspecter les armes dont dispose et cela touche peut-être un peu à la souveraineté du Bénin aussi. C'est pourquoi je vous disais que j'entends certaines choses qui m'étonnent venant des gouvernants du Bénin. Parce qu'on ne montre pas à l'ennemi les armes. On n'est pas ennemis, on est frères, on est voisins. Non, attention, vous avez vu l'Allemagne a attaqué la France. Dans l'histoire, l'Allemagne a attaqué la France. Il n'est pas exclu que dans 10 ans, dans 5 ans, le Niger attaque le Bénin. On n'est plus autant nazi, Nathalie. Attention, monsieur le journaliste. On est après 80 ans après. La Russie a attaqué l'Ukraine, malgré l'existence de la Charte des Nations Unies, qui donne au Conseil de sécurité le pouvoir d'assurer la paix et la sécurité internationale. La Russie a attaqué l'Ukraine en violation de la Charte des Nations Unies. On y est. On est d'accord. Il n'est pas exclu que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, le Niger attaque le Bénin. Maintenant, si le Bénin ouvre ses casernes au Niger, le Niger découvre l'armement dont dispose et même plus avoir des plans Bénin, pour se défendre. Et ayant les informations suffisantes, décide maintenant d'attaquer le Bénin. Ça ne se fait pas comme ça. Non, pas du tout. Moi, quand j'entends ça, ça ne me fait pas sourire, ça me fait rire. Nathaniel Kissi, oui. Vous avez relevé quelque chose que le général Toumba a relevé devant ses compatriotes, selon le point que nous avons eu de la presse nigérienne, parce qu'en temps, nous, on a été interdit l'accès, on n'a pas été associé. Est-ce que, quand vous voyez le ton sur lequel il demeure accusateur, c'est-à-dire le Bénin a été trop sévère vis-à-vis d'eux, est-ce que ces résolutions des séances de travail ne sont pas de nature à montrer une certaine ouverture? Et le général Toumba l'a reconnu, ils ont été ouverts à toutes nos propositions. Est-ce que ce n'est pas pour pacifier le ton du dialogue, pour entre-temps ramener vraiment la balle à terre et rassurer cette délégation nigérienne? Oui, il faut rassurer, pas pour autant qu'il faut violer les règles pour rassurer. Moi, je pense que rassurer, c'est mettre le Niger en confiance. C'est dire que, bon, le Bénin n'a plus l'intention, parce qu'il y avait l'intention d'attaquer le Niger, exprimée
ouvertement à travers la CEDEAO. CEDEAO. Oui, je dis à travers la CEDEAO. Voilà. C'est dit que, bon, maintenant, la CEDEAO même est revenue sur ses sanctions. Le Bénin rassure. Il faut dire non. Le Bénin n'a plus l'intention ou bien ne va plus attaquer le Niger, étant donné que... Est-ce que ça s'est approuvé encore? Ça c'est évident, le Bénin est dans un processus de pacification maintenant. Est-ce que vous n'avez pas au Niger un régime démocratique. C'est un gouvernement de fait. Et qu'on le veuille ou pas, les traités de la CEDEAO sont toujours en vigueur. Et ces traités interdisent la prise du pouvoir par la force, par les armes. Le coup d'État est interdit. Ça ne leur dit plus rien maintenant avec la création de leur... Non, même si ça ne leur dit rien, même si ça ne leur dit rien, la peur est toujours là. La peur est toujours là qu'à tout moment, ils soient attaqués. Vous savez, les États sont des monstres froids avec lesquels il faut faire très attention. Pas la théorie du réalisme en relation internationale. Tous les États sont à la recherche de la puissance. Tous les États sont à la recherche de la puissance pour se protéger. Et donc la puissance dont dispose le Bénin pour se protéger, il ne peut pas dévoiler ça au Niger. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'en matière de sécurité et de défense, aucun État ne dit la vérité. Aucun État ne dit la vérité. Il y a des mécanismes au plan international pour contrôler le degré d'armement des États, pour contrôler les différentes armes dont disposent les États. Ce mécanisme existe au plan international. Et on voit je pense que voilà, on voit les classements qui sont faits. Je pense que le Niger peut se référer à ce mécanisme. Mais étant donné que ce n'est pas un régime démocratique, il ne peut pas utiliser ce mécanisme. C'est pourquoi il préfère la voie de dialogue avec le Bénin pour pouvoir être rassuré. Alors, est-ce que dans cette affaire, la Russie ne joue pas un mauvais rôle? Lorsque, par exemple, on va dans l'espace et on fouine les États voisins pour voir s'il y a des risques de faire ci, de faire ça, entre deux États qui ont été toujours frais, même si la survenance de la crise a un peu refroidi les relations, à la recherche d'un terrain abandonné peut-être aujourd'hui ou contraint d'abandonner par les Français, la Russie cherche un peu à opposer ceux qui sont restés frais depuis des lustres, non? Non, moi je pense que quand on prend de recul, on observe le rôle de la Russie, il y a de l'essai dans l'interprétation. De ceux qui interprètent, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, il y a de l'essai dans l'interprétation et on est resté attaché aux clichés, à ce que j'appelle des arrêts sur image, mais qui sont contraires à la réalité. Qu'est-ce que vous dites concrètement? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Lorsque vous remontez dans l'histoire des pays africains, les luttes d'indépendance ont été soutenues par la Russie. Vous savez bien ça. Que ce soit en Angola, en Afrique du Sud, dans beaucoup de pays, les luttes d'indépendance ont été soutenues par la Russie. Ce n'est pas une première. Mais aujourd'hui, on présente la situation comme si c'est la première fois que la Russie vient au secours des États africains, de certains États africains, sous prétexte de les libérer de la domination occidentale. Ce n'est pas la première fois. Et à qui profite cette interprétation? Cette interprétation profite à ceux qui veulent y croire. Moi, je n'y crois pas. Étant donné que je suis enseignant de sciences politiques, et je sais lire l'histoire, je sais que l'ambassade de la Russie est au Bénin depuis des décennies. On est d'accord? Et voyez-vous, le Bénin
en 1974, avait fait l'option du marxisme, léninisme et du socialisme scientifique sous le président Mathieu Kérékou. Mais en cette période-là, le Bénin était tourné vers le bloc de la Chine et la Russie. Et vous regardez cette période-là, vous voyez que Eyadema pratiquait le libéralisme au Togo. Même si c'était un militaire, il pratiquait le libéralisme au Togo. Pas pour autant que le Bénin avait des problèmes avec le Togo. Aucun problème avec le Togo. Vous regardez cette période au Nigeria, Mauritara, Yakubu Gowon, Olusegun, Shehu Shagari a été élu démocratiquement, renversé après par Buhari. Vous avez une succession de régimes militaires et civils au Nigeria. Pas pour autant que le Bénin avait des problèmes avec le Nigeria. Mais la Russie était là. La Russie était là. C'est pourquoi je vous dis que il y a un essai dans l'interprétation du rôle de la Russie. Ce que ça arrange le plus, ce sont les régimes militaires. Ce sont ceux qui ont renversé les régimes démocratiques. Ce sont eux qui ont besoin de légitimer leur pouvoir. Dans un contexte où on accuse les civils qui étaient au pouvoir de ne pas suffisamment lutter contre le terrorisme. On voit les militaires comme des gens qui peuvent faire le job. Alors que dans la réalité, si vous prenez le cas actuel, bon, du Burkina Faso, du Mali, vous vous rendez compte que ils ne sont pas encore arrivés à bouter dehors le terrorisme. Donc, ce sont eux qui ont intérêt à faire de l'essai sur le rôle de la Russie pour légitimer leur pouvoir. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire très attention en ce qui concerne ce discours-là. Alors, oui, William. Justement, toujours poser toutes les questions. Oui, dans l'analyse des résolutions, comme vous l'avez amorcé, il y a par exemple que des pas sont faits. À Malanville, par exemple, les agences de transport sont autorisées déjà à revenir dans la ville, ainsi de suite, bien des choses. Mais toujours dans l'analyse des résolutions, il y a que le Niger, dans le compte-rendu qui a été fait par les autorités nigériennes, selon la presse nigérienne, le Niger dit que le Bénin est pressé. N'est-on pas en droit d'être pressé pour une réouverture, pour une normalisation? La crainte continue, c'est ça? Est-ce qu'on n'est pas en droit d'être pressé? Oui, on est en droit d'être pressé, compte tenu des conséquences également de la fermeture de la frontière sur l'économie béninoise. Je pense que si j'ai bien lu, c'est 30% du budget ou bien du PIB du Bénin, les relations commerciales avec le Niger. Et vous voyez, quand ça arrive comme ça, l'impact sur l'économie est très très important. Il y a de quoi être pressé. Mais je pense qu'il y a eu une porte de sortie provisoire à travers la route de Segbana, je crois, non? Oui. Il y a la frontière. Pour entrer dans le Nigeria. Pour entrer dans le Nigeria et après sortie au Niger. Mais c'est plus coûteux. C'est plus coûteux pour les transporteurs avec l'impact sur le prix des produits. Autant le Bénin est pressé, autant le Niger devrait aussi l'être, compte tenu de l'impact sur les populations. Mais on se rend compte que le Niger ne l'est pas, parce que ce qui les préoccupe, c'est ça que je vous avais dit tout à l'heure, ce qui les préoccupe, c'est beaucoup plus la question sécuritaire, la question de défense. Et dans ce cas, ils cherchent à s'assurer que ce qu'on reproche finalement pour les rassurer, si tant est qu'on ne leur ouvre pas les casernes. Comment on les rassure finalement? Parce qu'ils ont besoin d'assurance et nous, c'est notre moyen à nous de les rassurer.
Oui, comme vous le dites, mais ils ne sont pas naïfs aussi. Hein. Ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Ils ont été formés dans des grandes écoles. Ils ne sont pas naïfs. Ils savent qu'en matière de défense et de sécurité, aucun État ne dit la vérité. Aucun. Aucun État, même les États-Unis, ne diront jamais la vérité sur tout ce qu'ils ont comme armement militaire. Ils ne diront jamais la vérité. Aucun État ne dit la vérité. Il y a des choses qu'on peut vérifier, mais il y a des choses qu'on ne peut jamais vérifier. Parlons de choses qu'il faut vérifier ou qu'on ne peut jamais vérifier. Vous savez que récemment encore, pendant qu'on Chine a trouvé une solution pour réchauffer les relations entre Cotonou et puis Niamey, Ouaga a ouvert un autre front en griffe avec les déclarations de Ibrahim Traoré qui parle de présence de base, ainsi de suite, alors que de l'autre côté, le temps est en train de baisser, on est en train de travailler à se retrouver comme l'ont fait les deux délégations, enfin la partie nigérienne et puis la partie béninoise. Comment est-ce que tout cela va se passer? Non, moi je pense que, je vous l'avais dit tout à l'heure, ceux qui sont au pouvoir, aussi bien au Niger qu'au Burkina Faso, ont besoin de légitimer leur pouvoir. Et pour légitimer leur pouvoir, il faut trouver un discours crédible qui impacte les populations. Le discours qui impacte les populations aujourd'hui, c'est le discours anti-français. Il faut présenter la France comme étant la cause de tous les problèmes. Il faut trouver des complices de la France dans la sous-région. Il faut les doiter. C'est ainsi qu'ils trouvent que c'est le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire une différence entre le discours que ceux qui sont au pouvoir tiennent pour se légitimer, étant donné qu'ils n'ont pas cette légitimité de rester au pouvoir, conformément au traité qui les lie à la CEDEAO, ils ne l'ont pas. Donc, il faut tenir un discours pour être légitime, et c'est ce discours-là qu'ils tiennent. Est-ce que ce discours est conforme à la réalité? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand vous prenez la France aujourd'hui, dans les pays africains francophones, le commerce, c'est 0,7%. Donc, les relations commerciales françaises aujourd'hui sont beaucoup plus orientées vers le Nigeria à cause de la démographie, vers l'Angola, vers l'Afrique du Sud. Voilà les pays vers lesquels la France commerce beaucoup plus. Et quand on parle je dis que dans ces pays francophones, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, la France n'y gagne plus grand-chose. Je crois qu'elle ne gagne plus grand-chose. D'où extrait-elle ces ressources naturelles qu'elle exploite? Même en ce qui concerne les ressources naturelles dont vous parlez. Sénégal, Niger... Oui, même en ce qui concerne les ressources naturelles dont vous parlez, quand vous prenez les données, vous voyez que la France n'est plus le partenaire prioritaire. Il y a un cliché qu'on garde, il y a une image que les pays africains francophones gardent, qu'Africains francophones que nous sommes, nous gardons, et qui nous empêche de progresser. La France étant le pays qui nous a colonisés, nos histoires que nous avions eues avec la France, de mauvaises comme de bonnes, font que nous voyons toujours la France derrière tout ce qui nous arrive. Et nous pensons toujours que la France est toujours derrière nos présidents. Mais il y a Bertrand Badi qui a publié un ouvrage intitulé « Nous ne sommes plus seuls ». La France n'est plus seule maintenant sur la scène internationale. Non, pas du tout. La France, depuis les années 2000, est concurrencée par la Chine, vous le savez bien. Aujourd'hui, vous avez une diversité de partenaires. Vous avez la Turquie, vous avez l'Inde, vous avez l'Allemagne, qui discutent âprement le terrain avec la France. Donc, c'est ce cliché-là
qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains continuent à penser que, bon, la France est toujours la cause de nos malheurs, ce qui n'est pas vrai. Le problème de l'Afrique, c'est le problème de management, c'est le problème de leadership. C'est moins la France que ça, à mon avis. Donc, lorsque vous regardez les données aujourd'hui, vous vous rendez compte aisément que la Russie dont vous avez parlé, la Russie discute le terrain avec la France aujourd'hui, partout en Afrique. Que ce soit en Afrique francophone, Afrique anglophone, en Afrique lusophone. Ce qui amène la France à diversifier également son partenariat. Donc c'est ce cliché qu'il faut voir derrière le discours du Burkina Faso, le discours du Niger, et c'est le discours qui impacte beaucoup plus les Africains aujourd'hui. Oui, mais quelle est la durée de vie de cette stratégie? À tenir des discours pour impacter les populations, pour peut-être voiler un peu le bilan mitigé aussi. Quelle est sa durée de vie? Pendant combien de temps ça va marcher? Ça peut durer, hein? L'histoire montre des régimes autoritaires qui ont fait plus de 50 ans, hein, et qui continuent. Fidel Castro, par exemple, vous connaissez ce régime. Relayé par Raúl Castro, ça demeure malgré toute la grande force des États-Unis. Ça demeure, hein, non, mais ici, malgré l'invasion de la bête des cochons, malgré l'invasion de la bête des cochons, le régime résiste toujours. Là-bas, c'est l'Amérique latine. Ici, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Oui, c'est l'Afrique de l'Ouest. On a vu la révolution en 72. Ça a duré 18 ans, hein, la révolution. Voilà. Ça a duré le temps que ça a duré. Bon, il y a eu un conglomérat d'événements, non seulement au plan national qu'international, qui l'a poussé à disparaître. Donc, il est difficile aujourd'hui de dire le temps que ça va durer au Niger, le temps que ça va durer au Burkina Faso, le temps que ça va durer au Mali ou en Guinée. Certains parlent de transition à durée indéterminée. Donc, il est difficile de prédire ça. Dans tous les cas, il y a une période de grâce. Et après cette période, ces régimes vont devenir impopulaires. Et dans cette impopularité, il peut arriver soit qu'ils soient sortis par d'autres militaires, ou que les civils s'organisent pour les pousser vers une transition. Non, mais aujourd'hui, ils ont la caution de la classe intellectuelle de leur pays. Attention, le problème des pays africains, c'est que nous n'avons pas des instruments de mesure de l'opinion fiable. Il suffit qu'on remplisse un stade pour qu'on dise, ah, vous voyez, Tiani a le soutien. On divulgue voilà, qui nous arrange, oui. Tiani a le soutien des Nigériens, ou bien que Traoré a le soutien des Burkinabés. Il y a des intellectuels silencieux qui ne parlent pas. Peut-être ils sont majoritaires. Et vous avez des Burkinabés, des Nigériens qui ne parlent pas. Vous voyez le cas du Mali, par exemple, le célèbre imam Diko, qui est en exil aujourd'hui. Oui, qui reste silencieux. Est-ce que de loin, il peut faire quelque chose? Parce qu'en interne, ça ne va pas trop avec Goïta, qui muselle la presse, les intellectuels sont en grève, la classe politique ne mène plus pratiquement d'activité. Toutes ces forces-là réunies, est-ce que ça peut donner un effet? Oui, moi j'ai l'impression que ces derniers jours, on tend vers une décompression au Mali. Peut-être qu'ils se rendent compte que... Justement, voilà, j'ai l'impression qu'on tend vers une décompression au Mali. Peut-être qu'ils se... Alors que Goïta était bien parti pourtant. Il était bien parti comment? C'est un régime militaire. Par rapport aux problèmes sécuritaires. Oh non, et tout, non. Moi je pense que vous voyez, le péché qu'il ne faut pas commettre, c'est de croire 100%, vous êtes des journalistes,
de croire, c'est pas à moi de vous l'apprendre, hein, vous êtes des journalistes, de croire à 100% à l'information que ces régimes diffusent. Leurs prouesses sont beaucoup plus diffusées, mais pas leurs échecs. Oui, mais il y a les médias occidentaux qui s'évertuent aussi à montrer leurs limites au jour le jour. Pour les informations qu'ils ont. Pour les informations qu'ils ont. Il y a des informations qu'ils n'ont pas. Moi, je pense que la démocratie n'est pas le régime parfait. C'est un régime qui a aussi ses faiblesses et ses forces. Mais la démocratie a l'avantage de donner le pouvoir aux populations pour choisir leurs dirigeants. La démocratie a l'avantage d'être un régime de dialogue et de négociation. Et je pense que par la démocratie, on peut mieux combattre le terrorisme que par un régime autoritaire. Étant donné que vous avez aujourd'hui des États européens qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui les empêchent par exemple de coopérer avec un régime autoritaire, même si aujourd'hui sur la scène internationale, ces valeurs et ces principes sont moins respectés. Mais vous avez la société civile de ces pays qui pousse les gouvernants à respecter les 10 principes. Alors que lorsque vous êtes dans un régime démocratique, il n'y a pas de raison que ces pays refusent de vous livrer les armes, de vous vendre les armes. Donc moi je pense que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina Faso ou le Mali, ils ont intérêt à... vous savez qu'ils ont essayé la coopération avec les Occidentaux sur la question sécuritaire et que ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Est-ce qu'il y a un pays au monde où vous avez un taux d'insécurité zéro? Ça n'existe pas. Et surtout qu'ils soupçonnent certaines de ces puissances-là d'épauler ces mouvements terroristes au sein de... Bon, on refera peut-être le débat géopolitique, Nathaniel Kiti, mais dernière résolution à analyser avant de nous intéresser à l'issue probable, parce que nous avons encore une douzaine de minutes dans cette émission, c'est la coopération militaire souhaitée par les autorités nigériennes et béninoises sur laquelle ils se sont accordés. Ils veulent tous ensemble, notamment autour du parc W et autour des frontières, assurer la sécurité. En janvier, eux, ils quittent la CEDEAO. Nous, on y est toujours. Ils sont des régimes militaires au pouvoir. Nous, on est gouvernement démocratiquement élu. Comment ça va se passer, cette coopération militaire pour la sécurité? Si tant est que c'est le nœud de la guerre, c'est le plus épineux des problèmes, la question sécuritaire. Non, le fait de quitter la CEDEAO n'empêche pas une coopération en matière de sécurité et de défense avec le Niger ou avec le Burkina Faso, étant donné que vous avez des pays qui ont en commun une frontière, étant donné que vous avez des pays qui ont le même problème au niveau de cette frontière, à savoir les attaques terroristes. Donc les pays concernés ont intérêt aujourd'hui à coopérer en matière de défense et de sécurité, ne serait-ce que pour l'échange d'informations. Parce que c'est très très important, cet échange d'informations. C'est ça qui va permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. Même si en janvier, comme ils l'ont annoncé, ils vont quitter. Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'ils ne pourront pas tenir dans cet agenda-là, étant donné les implications de cette sortie de la CEDEAO. Vous avez vu ce qui s'est passé en ce qui concerne la Grande-Bretagne et l'Union européenne, le Brexit. Donc, il y a eu plusieurs... Ils tiennent tous. L'UE tient avec les 27. Oui, c'est pour vous dire que l'agenda initial n'a pas été respecté. Et il y a eu des conséquences politiques, même en Grande-Bretagne. Je pense qu'il y a eu 3 premiers ministres qui ont fait la négociation. Avant que ça aboutisse sous Boris Johnson. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas sûr qu'ils puissent tenir dans cet agenda-là. Toutefois, il est important que les États concernés
aille à la coopération en matière de défense et de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un couac là? Lorsque, par exemple, les terroristes, les groupes terroristes sont repoussés du côté du Niger, du Bénin, ils peuvent se retrouver au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a ouvert l'autre front, ayant des craintes par rapport au Bénin. Est-ce qu'il ne va pas manquer un troisième levier pour mieux combattre le terrorisme sur cette ligne-là? Non, je ne crois pas. Je pense que lorsque les informations sont efficacement échangées entre les pays concernés, ils pourront bien lutter contre le terrorisme. On peut envoyer des informations au Burkinabé. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Dans la zone. Bien sûr, il y a des informations qui devraient en principe être échangées par les deux États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et la tension, le conflit qui existe empêche ces échanges d'informations avec les conséquences sur la lutte contre le terrorisme. Maintenant, étant donné que les États renouent le dialogue, ils pourront échanger efficacement les informations, ce qui va les aider à lutter contre le terrorisme. C'est très important, les échanges d'informations. Vous savez, il y a des pays africains qui fournissent des informations à la France sur les attaques terroristes. Le Maroc fournit des informations à la France sur les attaques terroristes sur le territoire français. Ah oui, il y a des échanges d'informations. Nous, on avait un accord militaire qui, quelques jours après, a été peut-être aujourd'hui sous boisseau en raison de la situation depuis le 26 juillet 2023 avec le Niger. Vous trouvez qu'on va réacter tout ça après normalisation des crispations? Oui, ce sont des accords qui ont été, comme vous l'avez si bien dit, qui ont été mis sous boisseau. Maintenant, si les deux États, ou bien comme les deux États reprennent le dialogue, je pense que ils vont réactiver ces accords-là qui existent. Même si les frontières ne sont pas immédiatement ouvertes, il y a des intérêts économiques. Vous avez par exemple le pipeline qui quitte le Niger et qui va à Sémin. C'est attaqué par les terroristes, hein, ce que j'ai lu du côté du Niger. Donc il est important, par exemple, dans la préservation de ces intérêts économiques-là, que les pays échangent les informations. C'est très très important. Sans quoi il serait difficile de lutter contre le terrorisme. Ouais. Alors, on va scruter un peu l'avenir. Après la délégation nigérienne de passage à Cotonou, quelles peuvent être, selon vous, les prochaines étapes dans la recherche de solutions à ce différend? Les prochaines étapes, peut-être qu'il y aura une délégation du Bénin qui va se déplacer également au Niger et qui sera reçue par le président Tiani pour échanger. Peut-être que cette délégation du Niger va rendre compte au gouvernement nigérien de tout ce qui s'est passé, et après ça, le gouvernement nigérien va prendre une décision, soit d'ouvrir la frontière, soit de donner une suite aux promesses qui ont été faites par le gouvernement du Bénin. Comme je vous le disais tout à l'heure, on leur a demandé de venir inspecter. Pas inspecter, visiter. de venir visiter les casernes du Bénin ou bien tout le territoire béninois pour voir s'il y a des bases militaires. Mais ils ne sont pas aussi naïfs pour croire en ça. On n'a pas besoin de visiter le territoire béninois avant de savoir qu'il y a des bases. Il y a des informations qui sont sur satellite qui permettent aujourd'hui de savoir s'il y a une base militaire ou s'il n'y en a pas. On n'a pas besoin nécessairement de visiter le territoire béninois pour le savoir. Peut-être qu'à partir de ces informations, ce qui est important, c'est la décrispation. C'est ça qui est important. Cette visite fait baisser la tension. C'est en cela qu'il faut saluer l'initiative des deux anciens présidents, le président Nicéphore Soglo et le président Boni Yayi. Il faut saluer leur initiative
et demander à ce qu'il ne baisse pas les bras, qu'il s'implique davantage dans la résolution de ce conflit entre le Bénin et le Niger. Parce que ceux qui souffrent, ce sont les populations, hein. Les emplois perdus sont énormes. Les ressources perdues aussi bien par les États que par les citoyens sont énormes. Aussi bien le Niger que le Bénin ne gagnent rien en gardant les frontières, en entretenant. Alors justement, comment vous avez, quelle lecture vous avez fait des comportements des deux peuples? Parce qu'au-delà de ce que la presse s'envoyait, disons, en griffe des piques, de l'autre côté, les informations qui arrivent sont de nature à défendre, à plutôt donner une belle image de son pays. De ce côté aussi, la presse en a fait de même. Les deux États, comment vous avez apprécié leur comportement? On n'a pas enregistré de disputes, on n'a pas enregistré des émeutes, on n'a pas enregistré des incompréhensions jusqu'à la date d'aujourd'hui. Oui, parce qu'avant les États, il y a les peuples. Avant les États, il y a les peuples. Donc les peuples qui se connaissent, les peuples qui se fréquentent. Et donc ces peuples se connaissant, ces peuples se fréquentant, n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les gouvernants. Vous êtes d'accord avec moi? Malgré la fermeture des frontières, il y a des voies par lesquelles les populations nigériennes et béninoises continuent de communiquer, d'échanger. Et c'est la raison pour laquelle ce conflit est resté un conflit au sommet des deux États et non un conflit à la base. Parce que les peuples n'ont pas les mêmes intérêts que les gouvernants. Les gouvernants pensent préserver les intérêts des peuples, mais dans la réalité, quand vous observez le comportement des peuples dans le cadre de ce conflit-là, vous vous rendez compte que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu ce débordement à ce niveau. Si vous allez au Niger, vous avez les Haoussa, vous avez les Dindi qui sont de part et d'autre. Ils sont au Bénin, ils sont au Niger, ils sont au Nigeria, ils se fréquentent depuis des décennies, depuis des siècles. Vous avez des Nigériens qui sont au Bénin et vous avez des Béninois qui sont également au Niger. Et ils n'ont pas intérêt à aller à un affrontement. Il y a même le brassage du fait des mariages. Des mariages, voilà. Entre Nigériens et Béninois. Effectivement. Nathaniel Kiti, nous avons fini cette émission. Un mot de conclusion. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous m'aviez offerte pour échanger sur le sujet et féliciter les gouvernants qui ont décidé de renouer le dialogue et souhaiter que rapidement les frontières, parce que ce qui est le plus attendu maintenant, c'est la réouverture de la frontière du côté du Niger. Et souhaiter également que les mesures que le gouvernement béninois avait prises en ce qui concerne la traversée du fleuve, ces mesures-là soient relâchées pour permettre aux populations de souffler un peu en ce qui concerne les échanges commerciaux entre le Bénin et le Niger. Le professeur Nathaniel Kiti, il est enseignant, chercheur de droit public et sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou aussi. Merci d'être venu sur Zone Franche ce dimanche. Nous avons parlé de cette décrispation tant attendue avec cette semaine la visite des autorités nigériennes en terre béninoise. Merci Franck Aounou, merci à toute l'équipe de réalisation. On se reprend dimanche prochain.